Sandrine Rousseau a été invitée dans les médias suite au micmac qu'il y a eu entre les écologistes et le PS et la Macronie. Ces petits accords dont on vous a beaucoup parlé pour faire passer le budget de la sécurité sociale, qui est un budget absolument insatisfaisant quand on est de gauche et qu'on a comme envie que les gens puissent correctement se soigner dans ce pays. Nous allons regarder tout ça car Sandrine Rousseau tacle assez fort son parti en jouant une espèce de fausse naïveté, et nous allons regarder ça car nous prophétisons la fin bientôt du parti des écologistes qui va être en train de se moïser et qui va devoir faire un choix entre la gauche de la trahison et la gauche de rupture, entre le socialisme ou la barbarie. Oui, messieurs, dames, nous sommes sur ce niveau de choix à nos yeux. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à regarder le schisme des écolos se faire sous nos yeux? Non seulement je suis prêt, mais je vais dire même, je suis préparé. C'est la prophétie qui le dit. C'est très intéressant parce que quand on a fait ça, on a prophétisé que Mélenchon serait élu en 2027. Tu te rappelles, tout le monde nous disait c'est du, comment ils disent, du copium, vous essayez de vous rassurer, ça va pas marcher comme ça, c'est trop compliqué. Et maintenant, depuis quelques semaines, là, quelques mois, tout le monde commence à dire ah ouais, Mélenchon il a quand même de fortes chances d'être au second tour, c'est même quasiment inévitable, si la droite se réunit pas, si la gauche se réunit pas. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on rappelait la pince entre les deux. Et dans la prophétie, on montre qu'il y aura quand même une candidature des Verts, mais qui fera 2%. Si demain ils explosent, ce qui va arriver, avant, après 2027, pendant 2027, peu importe, en fait, les scores seront les mêmes. Vous verrez qu'on a mis Tondelier à 2% pour la projection 2027. Ça veut dire qu'en fait, il y a de gros de son parti qui va au PS, plutôt l'aile Jadot, on va dire, et puis il y a de gros de son parti qui votera à Mélenchon sur les deux candidats. Si elle se présente pas, Tondelier, en fait, les 2% qui restaient pour faire une candidature les écologistes en 2027, en fait, exploseront de la même manière, soit d'un côté Mélenchon, soit d'un côté PS. Donc en fait, ça ne change pas les scores. Là, ce qui est intéressant, c'est de savoir effectivement, est-ce que le parti vert, les écologistes, maintenant, comme on les appelle, on a tendance à les appeler encore EELV, va tenir jusqu'à 2027. La stratégie de la Reine des Noisettes, comme on le sait, c'est d'être la candidate unique de la gauche via la primaire. Ça, on va le voir, c'est la stratégie de toutes les noisettes. C'est pareil pour l'aile gauche de Fort. C'est leur seul moyen d'exister, c'est de se dire, s'ils arrivent à être élus avec une dynamique candidat de la gauche, ils peuvent supplanter tout le monde. Sinon, ils se feront écraser entre les deux forces. Et donc, à un moment donné, soit avant, soit après, ils finiront par faire exploser leur parti parce que ces deux lignes sont irréconciliables et qu'à un moment donné, va falloir trancher fortement. Le PS, c'est plus compliqué parce que c'est beaucoup de patrimoine et donc tout le monde essaye de tenir les choses. Sur les Verts, c'est un peu moins. Je rappelle que Marine Tondelier a été désignée candidate à la présidentielle avec 6800 votes. 6800 adhérents. Et imaginez demain si on organise un vote à la brèche ouvert à tout le monde. On fait plus que ça, c'est sûr. Donc ouais, c'est assez minimal et là, Sandrine Rousseau va montrer un petit peu les problèmes qu'il y a à l'intérieur et qui vont avoir du mal à se résoudre. Voilà. Et donc là, nous allons regarder notre Sandrine Rousseau nationale invitée chez France Info pour débriefer un certain nombre de trucs et notamment l'abstention de son parti à l'Assemblée nationale qui a permis de faire passer le budget Le Cornu. Et vous allez voir, c'est très intéressant car Sandrine est en train de se moïser et de se rendre compte que ça va être un petit peu compliqué de rester dans un parti comme ça si elle veut tenir une ligne de gauche. Le budget de la sécurité sociale a été adopté grâce à l'abstention des écologistes. Vous le regrettez ? Alors moi j'ai voté contre. Je sais, vous avez voté contre, mais la majorité de votre groupe s'est abstenue. Alors évidemment qu'à titre personnel, je regrette ça parce que je pense que... Alors c'est intéressant, on avait fait le point, on allait voir dans l'autre capsule, ceux des Verts qui avaient voté contre, du groupe des Verts qui avaient voté contre. De mémoire, je crois que c'était la seule encarté chez les Verts qui a voté contre. En tout cas, il y en avait très peu. Le reste des gens du groupe écologiste qui avaient voté contre sont des gens qui ne sont pas encartés chez les Verts, notamment Ruffin et les membres de l'après. Simonet, Raquel Garrido, Alexis Corbière, etc. C'est très intéressant parce qu'elle se positionne presque là, en dehors des Verts, en fait, avec son vote contre. Que le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, met encore un peu plus en danger notre protection sociale, l'hôpital public, mais aussi tout le médico-social. C'est un débat qui n'a pas beaucoup émergé dans le cadre des débats sur le PLFSS. Mais en fait, là, vous allez voir, elle parle d'un truc dont nous non plus, on n'avait pas parlé, mais qui est très intéressant. Donc moi, je trouve ça, franchement, courageux de sa part, tu vois, déjà de dire clairement qu'elle n'est pas d'accord avec la position de son groupe et surtout qu'elle s'en sert pour aller venir parler de fond et de politique sur ce budget. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vient d'acter par ce vote la tarification à l'acte qu'on dénonce absolument dans l'hôpital. Que toi, t'adores.
la tarification à l'acte, Zoé. C'est ta Mais passion. Je vous rappelle rapidement, les soins en France sont tarifés à l'acte. Il y a des cotations pour chaque soin. Pendant longtemps, ça a été le cas pour les professionnels de santé libéraux. Donc, par exemple, les médecins généralistes libéraux, on est payé à la consultation. Et puis après, il y a des actes qui ont des prix. Je ne sais pas, si vous faites un électrocardiogramme à un patient, vous allez être payé le prix de la consultation plus le prix d'un électrocardiogramme. Je crois que c'est autour de 14 euros. Donc, ça fait 44 euros la consultation à la fin. Voilà, il y a des cotations comme ça. Et depuis le début des années 2000, il y a une tarification à l'acte hospitalière. Donc, ça veut dire qu'à l'hôpital, pour qu'il se fasse rémunérer par l'assurance maladie, il va devoir coter chaque acte qu'il fait. Et donc, vous avez des petits points bonus. Et ça, si vous voulez, non seulement c'est complètement con, on reviendra dessus juste après, mais en plus, ça crée du travail humain en plus, de tout devoir codifier, coter, etc. Et donc moi, quand j'étais interne à l'hôpital, quand je travaillais en gériatrie, par exemple, on me disait, dans ton courrier de sortie d'hospitalisation, qui est, si vous voulez, le compte-rendu de tout ce qu'on a fait au patient pendant son passage, ce qu'on a changé, etc. C'est très utile, moi, en tant que médecin généraliste, quand je reçois ça, parce que je sais où en est mon patient quand il sort de l'hôpital. Et ben ça, il fallait que je fasse très attention à stipuler, par exemple, si le patient était en surpoids ou des choses comme ça, même si ça n'avait strictement rien à voir avec son motif d'hospitalisation, parce que pour la cotation, ça compte plus. Et qu'il y avait toute une équipe qui après reprenait les courriers de sortie d'hospitalisation et qui cochait des petites cases. Ah, patient en surpoids, il y a un petit bonus de ça. Ah, le patient a tel antécédent, il y a un petit bonus pour ça. Et donc à l'hôpital, on va avoir tendance à privilégier les séjours qui sont rentables et pas les séjours qui rendent service pour la santé des gens. Donc par exemple, plus les séjours sont courts et plus on fait beaucoup d'actes pendant le séjour, plus c'est rentable. Et il y a certains types de séjours hospitaliers qui ne sont pas rentable. Par exemple, une vieille dame qui est tombée chez elle, qui vit seule à domicile, qui va pouvoir rentrer à la maison, mais qui a besoin d'un petit peu de temps pour se remettre de sa chute. Alors, elle n'a pas de fracture malheureusement, donc on va pas pouvoir lui poser une prothèse de hanche, donc ça va pas rapporter assez. Par contre, elle a un gros hématome à la cuisse, elle a du mal à marcher, ça va prendre du temps. Et en fait, on la garde pour la nourrir, l'aider à se lever, l'aider à se laver, enfin, vous voyez, des trucs. Et ça, c'est pas rentable. Des séjours de gens en grande précarité, etc., qui, sur un plan médical, vont pouvoir être à peu près stabilisés, mais qu'on va pas pouvoir renvoyer, je sais pas, à la rue, par exemple, si ce sont des personnes privées de logement. Et ça, c'est des gens, si cette personne en question a, par exemple, une grosse infection au niveau de la peau de la jambe, elle vivrait dans un logement, on va dire, tout à fait salubre, dans de bonnes conditions, avec un accès à de la bonne nourriture et tout. Au bout de 48-72 heures, on pourrait la laisser rentrer et prendre son traitement à la maison. Mais quand c'est une personne qui n'a pas de logement, qui est en très grande précarité, qui par ailleurs a des problèmes, je sais pas, d'addiction, etc., qui rendent le fait de prendre son traitement régulièrement compliqué ou des troubles cognitifs, bref, dans ces cas-là, il faut la garder un peu plus longtemps, mais on ne la garde que pour lui donner des petits comprimés et l'aider au quotidien et discuter avec elle, et ça, c'est pas rentable. Donc vous voyez un petit peu la débilité du truc, et je vous en avais déjà parlé, mais je vous en reparle. À côté de chez moi, il y a un petit hôpital local qui est en grande difficulté financière à cause de la tarification à l'acte. Comme il n'y a pas assez de médecins, il y a un certain nombre de lits dans cet hôpital qui sont fermés parce qu'il n'y a pas de médecins pour pouvoir s'occuper des patients qui sont dedans. Donc c'est plusieurs dizaines de lits qui pourraient ouvrir et qui n'ouvrent pas à cause du manque de médecins. Manque de médecins qu'il y a partout en France, mais particulièrement dans des zones rurales comme la mienne. Quelle est la conséquence, les amis? Figurez-vous que comme ces lits ne sont pas ouverts, ça fait un manque à gagner pour l'hôpital, car ce sont des lits qui sont relativement rentables par rapport au reste de ce que fait cet hôpital. Du coup, ça fait un énorme manque à gagner pour la structure, et donc là, ils se retrouvent dans une situation où ils ont annoncé un plan d'économie de plusieurs millions d'euros sur ces prochaines années, économies qui vont nécessiter de virer des gens dans les personnels administratifs, etc., virer des gens dans les soins, et donc vous vous retrouvez dans une situation où cet hôpital a du mal à recruter, ne peut pas ouvrir tous ses lits, et du coup, à cause de la tarification à l'acte, on lui dit qu'il n'est pas assez rentable, du coup, il va devoir dégrader la qualité des soins, du peu de soins qui restent dans cet hôpital, et donc encore moins de gens vont avoir envie d'aller bosser là-bas. Bref, vous voyez, ça n'a strictement aucun sens. Ces gens viennent vous parler de rentabilité, d'efficacité, etc. Tout ça, c'est une fable. Ce n'est ni rentable ni efficace de fonctionner comme ça. On essaye de calquer des fonctionnements d'entreprise sur des choses qui sont totalement démarchandisées et qui ne sont pas faites pour être rentables, c'est-à-dire la santé des gens, et vous vous retrouvez dans des situations catastrophiques. Et vous allez voir que non content de faire ça pour l'hôpital public, c'est un truc qui va être étendu, et Sandrine Rousseau va très bien l'expliquer. Moi, je vais rebondir parce que tu as dit un truc, c'est pas rentable pour des choses démarchandisées. En vrai, c'est même pas rentable pour les entreprises. Parce qu'en fait, ces techniques libérales et néolibérales et de contrôle de la marge, ce qu'on appelle du contrôle de gestion dans le monde des entreprises aujourd'hui, ne sont pas là pour être rentables. Elles sont là pour vérifier
la rentabilité. Ça se trouve, en fait, justement, ce serait plus rentable sans le faire, mais on ne pourrait pas le vérifier. Et la mesure de la plus-value, de la marge, de la rentabilité est au cœur même du système capitaliste et au cœur même du système libéral. Parce qu'en fait, la plus-value tient justement au fait qu'elle puisse être attribuée en mode comptable, etc., mesurée, encadrée, voilà. Et donc, le fait, comme tu dis, de coter les tâches, c'est vraiment un truc qui vient du contrôle de gestion industrielle des entreprises capitalistes, de dire, bah voilà, telle tâche, elle doit être faite en tant de minutes et elle doit être dépensée à 10 euros. Si c'est 10 minutes pour 10 euros, avec la matière, la main-d'œuvre, et qu'en fait, on passe 12 ou 13 minutes à la place, on va perdre en rentabilité, en efficacité, alors que, comme on l'a dit, si tu laisses les gens prendre le temps de faire bien les choses, ça se trouve à la fin c'est plus rentable, mais tant qu'ils ne le mesurent pas, ils n'en savent rien et ils ne peuvent plus agir en tant que capitalistes comme quel est le niveau de rentabilité. Et là ils veulent faire la même chose parce que les comptes publics, la comptabilité nationale est en train de rentrer dans une logique néolibérale, combien on a de recettes, combien on a de dépenses du PIB, etc. Et non plus dans ce que nous on imagine, c'est-à-dire fournir les besoins. Et là je vais faire un parallèle, tu as dit voilà, ça va être étendu, mais oui effectivement, demain imaginez que vous appelez le service des impôts ou n'importe quel système de fonctionnaire et vous avez en fait des gens tarifés à l'acte, c'est-à-dire répondre au téléphone pour vous aider à faire votre fiche d'impôt ou autre chose. Est-ce que vous trouvez que c'est une avancée ? C'est quelqu'un qui vous dit « Ah bah non, moi au bout de 30 minutes je suis obligé de couper même si on n'a pas fini notre conversation, même si votre problème n'est pas résolu, il faudra que vous rappeliez une autre fois pour avoir un forfait de 30 minutes sur lequel moi je puis vous répondre. » Personne ne voudrait ça. Et ben c'est déjà grave sur du service public, d'impôts, etc., de conseils, d'aide, d'accompagnement. Imaginez sur du soin, quoi. Carrément, et je vais vous donner un exemple précis. C'est l'une des premières fois où j'ai été confrontée à ça directement, c'est quand j'étais au tout début de mon internat. Je travaillais dans un service de gynécologie et on avait reçu une dame, donc c'était il y a une dizaine d'années, une dame qui était en très très grand surpoids et qui avait une hémorragie gynécologique, qui avait des saignements par les parties intimes. Saignement extrêmement abondant, une dame qui était en grand surpoids et pour laquelle on avait un retard de soins immense parce que cette dame, pour plein de raisons, vivait dans un vieil immeuble, certes social, mais dans lequel il n'y avait pas d'ascenseur. Du fait de son surpoids, ça faisait des années qu'elle pouvait plus sortir de son appartement. En plus, c'était compliqué pour elle de consulter pour plein de raisons parce que le contact avec les médecins était quelque chose de difficile. Bref, on ne l'a prise en charge qu'à un stade extrêmement avancé de cancer de l'utérus. Et c'est pour ça qu'elle saignait. Cette dame, donc, on l'a prise en charge à l'hôpital et le gros problème, c'est que ça saignait abondamment et qu'on aurait pu faire ce qu'on appelle un curetage, c'est-à-dire avec une petite caméra, on rentre à l'intérieur de l'utérus, sous anesthésie bien sûr, et puis on enlève, alors on n'aurait pas pu retirer la totalité de la tumeur chez cette dame, mais au moins enlever une partie pour limiter un peu les saignements et pour améliorer son confort à elle. Le problème, c'est que mon hôpital, à ce moment-là, avait décidé de ne pas investir dans des tables de chirurgie, des tables d'opération suffisamment robustes pour supporter des poids de plus de 150 kg. Alors en France, on n'a pas énormément de gens qui sont en très très grand surpoids, c'est des choses qui sont beaucoup plus fréquentes par exemple en Amérique du Nord. Néanmoins, nous avons quand même des patients qui sont en grand surpoids et ce sont des êtres humains comme tout le monde. Alors je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais en fait nous sommes censés nous organiser pour pouvoir soigner absolument tout le monde, y compris les gens qui sont en grand surpoids. Il n'y a pas de raison de penser qu'il y a des types de vie humaine qui valent moins que les autres. On se retrouve donc dans cette situation ubuesque où on n'a pas le matériel pour pouvoir faire le geste qui est nécessaire pour cette dame et donc le temps que ça soit commandé, que l'administration de l'hôpital dise d'accord, il faut qu'on achète ça, que ça arrive, etc. On se retrouve à transfuser la dame à répétition comme ça pendant des jours et des jours et des jours et plusieurs semaines parce que nous n'avons pas d'autre possibilité que de remplir un tonneau percé, littéralement. Toute cette situation est évidemment très difficile pour cette dame, vous l'imaginez bien, c'est compliqué. Et là, on a des gens qui viennent nous expliquer que le séjour de cette dame pose problème. Bah oui, vous comprenez, parce qu'en fait, quand on compare le temps moyen de séjour de ce service de gynécologie avec d'autres services de gynécologie de France dans des villes de taille équivalente, eh ben on se rend compte que vous êtes à 6,4 jours, alors que la moyenne nationale est de 5,8 jours. Donc ça veut dire que les gens restent trop longtemps chez vous. Donc probablement que c'est pour s'amuser qu'on garde les gens, c'est pas du tout qu'en fait c'est difficile de standardiser la vie des gens et puis que parfois on ne s'organise pas correctement pour pouvoir les soigner comme il faut, comme pour cette dame dont je vous parle. Et donc des personnes viennent nous expliquer que cette dame en particulier est là depuis 32 jours et que c'est un scandale. Et là vraiment, là si vous voulez, moi ce jour-là j'ai pété un plomb, alors aussi parce que je sortais de garde et que j'étais fatiguée et que j'allais voir cette dame chaque jour et que je voyais la souffrance, la difficulté, en plus elle était atteinte d'une maladie gravissime. C'est tellement insupportable d'entendre ce genre de discours parce qu'en fait là on a envie de dire au type en costard qui fait ses tableaux Excel et qui dit ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de cet être humain ? On la prend, on la pose sur le trottoir devant l'hôpital et puis on la laisse se vider de son sang dans le caniveau et puis on attend de voir ce qui se passe.
On parle d'être humain. Standardiser des choses comme ça, venir nous parler de temps moyen de séjour et tout, quand on parle de vie humaine, encore plus quand ces temps d'hospitalisation rallongés sont liés au fait que nous ne nous sommes pas équipés, organisés, etc. pour soigner tout le monde, c'est insupportable. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une violence immense de nous imposer dans le soin ce type de choses, de standardisation, de normalisation des choses, quand derrière, il y a des vies humaines, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des maladies gravissimes, qui ont des douleurs, qui ont des hémorragies. Et notre rôle d'être humain et de soignant, c'est de prendre soin d'eux le mieux possible et aussi longtemps que nécessaire. Ça semble totalement naïf et banal ce que je suis en train de dire, mais je vous assure qu'actuellement, nous sommes dans des situations hospitalières où chaque jour, les chefs de service se posent la question, est-ce que je fais rentrer ce patient dans mon service parce que ça va être une situation sociale, je vous jure que c'est comme ça qu'on appelle ça, et qu'on va se le garder trop longtemps. Et qui souffre de ça? Les prolos, les personnes racisées, les personnes avec des handicaps, les personnes qui ont des troubles psy, les personnes qui ont des addictions, bref, toutes les personnes les plus précarisées, les plus vulnérabilisées dans cette société sont violentées par ce système. Et donc là, vous allez voir, on va en parler pour ce qui concerne les EHPAD. L'hôpital public dans le médico-social. C'est-à-dire que les EHPAD, par exemple, vont être considérés et vont être maintenant subventionnés à l'acte. C'est extrêmement... Enfin, je le dis, mais ça veut dire que quand vous faites la toilette d'une personne, si vous discutez 10 minutes avec elle, les 10 minutes ne sont pas comprises. Cette capsule-là est complémentaire de celle qu'on a fait mardi dernier, parce qu'en fait, on voit qu'on parle du fond, en fait, là. On parle pas de tambouille politicienne, de c'est moins pire que si ça avait été pire, et en fait, tu comprends que peut-être que Tondelier a le même avis que Rousseau, mais qu'en fait, il se joue des tactiques politiciennes pour la primaire, dans l'intérêt de sa candidature à la présidentielle, et en fait, on n'a pas du tout entendu parler de fond quand elle vient sur les plateaux. En général, de toute façon, elle parle jamais de fond, Marine Tondelier. Et là, on voit que Sandrine connaît le sujet profondément, quoi. Bah, ça fait du bien d'avoir des gens qui font de la politique, de la vraie politique, c'est-à-dire de la politique qui tend à vouloir changer la vie des gens et qui est une question de vie, de mort, de santé, de bien-être, d'émancipation. Et bah, ces questions-là, Sandrine, là, elle en parle tel qu'il faut, quoi. Dans la tarification. C'est extrêmement grave, en fait. Extrêmement grave. Vous vous sentez en marge de votre groupe, du coup, puisque vous n'êtes pas en adéquation avec le vote. Mais je n'ai pas complètement compris, je dois dire, ce qui s'est passé dans le groupe. Ce qui est drôle, c'est que t'avais, elle dit vous vous sentez en marge de votre groupe et pas de votre parti, parce que c'est pire en fait. Elle est déjà en marge du groupe, on l'a dit, elle est en marge même du parti là pour le coup, parce qu'elle est dans les seuls du parti à avoir voté contre. Et donc évidemment, quand elle dit j'ai pas compris, elle a très bien compris, hein. Tout le monde sait ici qu'elle a très très bien compris ce qui se tramait. Parce que il y a beaucoup de députés qui se sont exprimés pour dire que spontanément ils auraient voté contre, donc j'ai pas tellement compris pourquoi à la fin on s'était abstenu, mais je respecte. Il y a Cyrielle Châtelain qui a dit ça. Si j'écoutais mon cœur et si j'écoutais mes tripes, je vote contre ce texte. Mais à un moment, après des semaines de débat, et parce que quand on est député, on ne peut pas écouter que son cœur et que ses tripes, eh bien à un moment, on essaye de prendre du recul. Voter contre ses tripes, vraiment, mais la honte absolue de dire un truc comme ça. Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, la politique est une question pour beaucoup de gens de tripes, et c'est pas affectif, hein, justement. C'est une question de rapport concret à la matérialité. Il y a des choses qui changent votre vie concrètement, matériellement, corporellement, avec des politiques, quoi. Qu'elle puisse dire « Ah, j'ai pris de la hauteur pour l'intérêt de la majorité d'Olivier Faure, de machin, de la stratégie présidentielle contre mes tripes », bah, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, et elle croit que c'est un argument, en fait, c'est un aveu, quoi. Les tripes, c'est les personnels d'EHPAD, actuellement, les femmes qui travaillent en EHPAD, oui, je dis les femmes, parce que c'est en grande majorité des femmes, qui travaillent déjà dans des conditions absolument atroces. Je vous assure que quand vous voyez les conditions dans lesquelles travaillent ces personnes et que vous voyez comment elles continuent à vouloir bien faire leurs tâches, à vouloir bien s'occuper des gens, à essayer dans ce contexte dégueulasse de ménager un petit temps d'humanité avec les personnes, de les comprendre, de discuter, etc. Vous vous dites mais ces gens-là sont des gens incroyables. Ça me rappelle un peu tous ces gens qui se demandent comment dans un système communiste on va pouvoir forcer les gens à travailler. Ces gens ne savent pas déjà comment les travailleurs et les travailleuses de la santé dans ce pays s'organisent et arrivent à faire des trucs de dingue. Vraiment, dans des conditions absolument atroces. Les tripes, c'est ces gens-là. Et en fait, ces femmes qui travaillent dans ces EHPAD, elles poussent jusqu'au bout leur capacité à essayer de faire mieux, de faire moins mal, etc. Et ça devient des souffrances physiques et psychiques insupportables de travailler dans les conditions dans lesquelles on leur demande de travailler. Et je ne vous parle même pas des résidents d'EHPAD. Je ne compte plus le nombre de résidents d'EHPAD qui m'ont demandé
l'aide active à mourir. Et quand je discute avec eux, j'avais parlé de ça un jour d'une de mes patientes que je suis depuis très longtemps, qui m'a demandé il y a quelques mois l'aide active à mourir. Et quand j'ai discuté avec elle, c'est une dame qui est devenue aveugle à cause d'une maladie des yeux fréquente quand on est âgé, qui s'appelle la DMLA, qui est pleine d'arthrose. Et puis quand elle est rentrée en EHPAD, il n'y avait pas assez de monde pour continuer à la faire marcher, à la faire bouger. On n'a pas assez de kinés sur mon secteur, etc. Donc le peu de mobilité qui lui restait, elle l'a complètement perdu. C'est une dame qui est au fauteuil ou au lit toute la journée. Et son seul contact par jour, ce sont des aides-soignantes qui sont pressées, qui n'ont pas le temps, qui du coup la mobilisent en lui faisant mal parfois. C'est brutal en fait. Elle n'en peut plus de vivre cette vie-là. Et le pire, si vous voulez, c'est que cette dame me disait, mais je comprends que ces dames me fassent mal quand elles font ma toilette parce que je sais qu'elles n'ont pas le temps. Et ce qu'elles font, c'est un mauvais travail. Elles n'ont pas de chance de faire ce travail. Mais c'est terrible de dire ça. Enfin, est-ce qu'on se rend compte la situation dans laquelle on est aujourd'hui ? C'est un travail magnifique d'aider les gens à se laver, à s'habiller quand ils ne peuvent plus pour des raisons de santé. Ça devrait être un travail noble, reconnu, qui fait plaisir. Et le pire, c'est que les femmes qui font ce travail-là, beaucoup d'entre elles aiment leur travail. Sincèrement, elles aiment leur tâche. C'est juste qu'on leur fait faire dans des conditions atroces et que vous en arrivez à avoir des résidents qui préfèrent mourir plutôt que de continuer à vivre cette vie-là, à vivre ces douleurs-là, cette solitude-là, et en plus qui se disent « mais je suis une charge pour les professionnels qui travaillent à mes côtés ». Est-ce que vous vous rendez compte de l'horreur dans laquelle on est là ? Là, on est en train de parler, bien sûr, des fractions les plus, encore une fois, précarisées et vulnérabilisées de la société. Ce sont des femmes prolos parmi le prolétariat le plus exploité qui prennent ces métiers-là, en ruralité particulièrement. Ce sont les personnes handicapées par le grand âge, isolées, etc., qui subissent ces conditions-là. Vraiment, là, ça parle du capitalisme, là, ce dont on est en train de parler. On fera du contenu sur les EHPAD, sur le fonctionnement lucratif des EHPAD qui, pour les EHPAD privés, financent des actionnaires avec les prix hallucinants qu'ils font payer aux résidents. Il y a beaucoup de choses à dire, mais rendez-vous compte de ce qu'ils ont voté, quoi. Rendez-vous compte de ce qu'ils ont permis de laisser passer dans le contexte dans lequel on est, que Cyrielle Châtelain vienne nous expliquer que gna 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 les tripes et tout. Non, c'est pas à toi de parler de tes tripes quand tu laisses passer ce genre de truc dans un pays où il se passe ça. La manière dont nous gérons le grand âge en France est un scandale absolu. Je pèse mes mots. On est dans des choses qui sont de l'ordre de l'atteinte à la dignité humaine, que ce soit des travailleurs et travailleuses ou des résidents et des patients. C'est un scandale absolu, et que ces gens fassent passer ces trucs-là de tarification à l'acte dans ces structures qui sont déjà parmi les structures les plus maltraitées et les plus terribles qui soient en France, c'est juste hallucinant, quoi. C'est important de parler du grand âge, mais on en reparlera juste pour préciser. Nous, on s'amuse. Là, on est un peu plus grave sur les noisettes, les stratégies politiques. Mais il faut bien comprendre que tout ça est connexe, en fait. Quand nous, on fait de la stratégie politique, c'est qu'à la fin, on essaie de chercher laquelle va changer la vie des gens. Et on voit vraiment, justement, ce que tu dis là, Zoé, ces stratégies politiques-là, qu'on voit politiciennes, de noisettes, comme on dit, d'essayer de ménager la chèvre et le chou, de savoir qui va se placer, empêchent justement de penser un programme, de penser un ordre de bataille, de transformation radicale et d'opposition frontale au néolibéralisme tel qu'on vient de le décrire. On fera ce travail parallèle, nous, de parler de programme en 2026. Hein, c'est notre cycle, notre présidente nous a ordonné de faire ça. C'est comme le plan quinquennal. C'est très intéressant. Et tu parlais du grand âge. Il y a un sujet collectif qui est apparu, on en discutera dans un très bel entretien à venir sur Position Revue, de l'enfance dans le capitalisme à partir du 19e siècle, quand les gens ont dû commencer à trouver leur subsistance en dehors du foyer, en sortant de la paysannerie, en étant ouvrier, etc. Et donc, la force d'une dynamique sociale, en fait, c'est d'avoir, et c'est pas parfait, mais confier quand même l'enfance à quelque chose de démarchandisé, public. Il y a une bourgeoisie progressiste qui a porté ça a été enrichi par tout le mouvement ouvrier, mais de faire de l'éducation nationale, de l'instruction, quelque chose de public, de gratuit, de démarchandisé, où les profs sont pas payés à l'acte, tu vois. Il y a ce même travail à faire avec le grand âge. Comment on crée un service du grand âge à l'image de ce qu'on a créé dans l'enfance ou dans l'adolescence avec l'éducation nationale, et de ne pas laisser à la prédation privée qui n'aura que une chose, c'est-à-dire de récupérer de la monnaie pour transformer celle-ci en marchandise et refaire du capital, de services privés, de compression, de cost-killing, etc. Et ça doit être au cœur d'un programme de gauche de transformation, de penser le grand âge comme on a pensé la gestion des enfants de manière collective. C'est loin d'être fini, il y a plein de critiques à faire à l'éducation nationale, mais imaginez si demain
on laisse tomber ça au privé comme on fait aujourd'hui pour le grand âge. Ce serait encore plus catastrophique. Exactement, et pour terminer sur l'histoire de la gestion du grand âge, tu sais que dans notre camp progressiste, parfois il y a des gens qui du coup répondent des trucs de l'ordre de en fait le problème c'est l'éclatement des cellules familiales, les familles ne veulent plus s'occuper de leurs aînés, etc. Et moi vraiment ça me rend dingo d'entendre des trucs comme ça parce que deux choses. Première chose, jamais l'humanité n'a eu à faire face à la situation démographique dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui nous avons, je sais plus, 25% de la population qui a plus de 65 ans. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. C'est une des choses que la technique nous a permis d'obtenir. Les gens ne crèvent plus à 40 ans. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, la question qui se pose, c'est aussi qu'on continue à augmenter l'espérance de vie, mais l'espérance de vie en bonne santé stagne en France entre 60 et 65 ans, avec une grande disparité en fonction des classes sociales, bien sûr. Et donc, jamais on n'a fait face à ça. Ça demande de nouvelles organisations. Et le fait de dire ça devrait être aux familles de le faire, mais pour moi, c'est vraiment la mort du collectif. Je comprends dans des sociétés avec un développement technologique peu avancé, etc. Voilà, les sociétés d'il y a plusieurs siècles et tout, qu'on se reposait sur l'ordre familial pour gérer ça. Mais comprenez à quel point c'est pas seulement conservateur, c'est réactionnaire de voir les trucs comme ça. Dépendre de sa famille quand on est dépendant, handicapé, etc. Mais c'est un danger monstrueux. Le pouvoir que vous donnez à une partie de la famille, déjà, il y a des gens qui n'ont pas de famille. Il y a des gens qui ont des familles qui ne peuvent pas s'occuper d'eux, même si elles le voulaient. Et il y a des gens qui ont des familles de merde. Je me permets de rappeler ça. Mais en fait, les gens qui maltraitent leurs enfants ou leurs aînés, c'est extrêmement fréquent. On ne peut pas se fixer sur la cellule familiale pour gérer ça. Et au-delà de ça, les fratries sont de plus en plus petites. Les gens vivent de plus en plus longtemps. On ne peut pas se dire c'est aux enfants de s'occuper de leurs parents. Enfants qui, en général, sont parfois eux-mêmes âgés et eux-mêmes malades. Et je vous redis, moi, dans ma campagne de prolo chez moi, les gens qui ont 60 ans et qui ont leurs parents qui ont 80, 85 ans, c'est des gens qui sont eux-mêmes cassés par le travail, etc. C'est des gens qui ont eux-mêmes des difficultés financières et qui essayent d'aider leurs enfants qui ont 30 ans et qui essayent de garder leurs petits-enfants. Cette génération-là, tu sais, moi, ça me fait péter les plombs, c'est quand on dit, ouais, gna gna, les boomers, ils profitent, ils font des croisières géantes, etc. Mais de qui parlez-vous ? Vous êtes incapable de regarder la classe sociale et de qui on parle. Je vous assure que les gens qui ont été ouvriers d'abattoir toute leur vie et qui ont 65 ans aujourd'hui chez moi, ils se payent pas des croisières, d'accord ? Ils gèrent leurs aînés, ils essayent d'aider leurs enfants qui ont 35, 40 ans, qui galèrent à acheter et qui galèrent dans des boulots pénibles, difficiles, etc., encore plus précarisés que ce que eux ont connu. Et ils essayent de pallier au fait qu'on n'a pas pensé à un service public de la petite enfance correct et donc d'aller garder leurs petits-enfants quand ils sont malades parce que les parents doivent aller bosser, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que penser que la solution, c'est la famille, mais c'est quel niveau déjà de non-compréhension de la situation dans laquelle nous sommes et je suis désolée, mais de réaction de penser comme ça, c'est grave à la fois pour les gens qui ont besoin d'aide et pour les gens qui pourraient être en situation d'aider. Tout ça doit être des gestions collectives et ça ne veut pas dire que les familles ne doivent jamais aider, s'occuper de leurs proches. Il faut aussi penser de la libération du temps de tous pour qu'on puisse tous prendre soin de nos proches, mais pas que nos proches de sang d'ailleurs. Enfin, je suis désolée, s'occuper de nos voisins, de nos amis, de tous les gens qui vivent autour de nous et avec qui on fait communauté dans notre humanité, quoi. Enfin voilà, ça semble être des trucs parfaitement banals ce que je dis, mais c'est important. Et ça, ce sont des choses qui se pensent à une échelle collective et ne pas se reposer sur les noyaux familiaux, bien que parfois ça repose sur ça parce qu'on n'a rien d'autre. La famille est un pis-aller de l'organisation collective, c'est pas l'alpha et l'oméga et ce qu'on doit viser, quoi. En plus, c'est idéaliste parce que c'est faire fi justement de la transformation et du travail et de la famille. C'est-à-dire, quand on est matérialiste, on analyse justement la centralité de la famille, on va dire, dans le capitalisme naissant, comme entité de production. Même avant le capitalisme, comme entité genre dans la paysannerie. Si les aînés étaient si bien choyés, c'est qu'ils avaient encore une valeur à l'échelle de la production. C'est-à-dire qu'ils étaient ceux qui avaient fait fructifier la terre, qui avaient cette connaissance-là, et c'est pour ça qu'on les choyait, parce qu'on avait besoin d'eux, de savoir, tiens, papy, comment tu faisais ça quand il y avait tel problème dans la vigne, tu vois, etc. Aujourd'hui, dire, quand le travail est totalement socialisé, construit socialement, en dehors du foyer, que les gens trouvent leurs ressources dans un travail, etc. Ce qu'on va créer, c'est une infantilisation des personnes âgées, parce qu'elles ne vont être là que comme un poids. Tu vois, il y a des choses très intéressantes dans le bouquin sur les structures fondamentales de Bernard Lahire qui montre justement ce que c'est l'enfant qui ne sait pas se débrouiller tout seul et sous l'emprise familiale parce qu'il ne sait pas faire. Et en fait, on va créer la même chose. On va créer des personnes âgées qui n'ont plus aucune forme d'autorité, que ce soit en termes de connaissances, en termes d'intelligence, etc., sur
sur leurs enfants et qui vont être purement dépendants. Donc c'est les mettre vraiment dans une dépendance familiale, clanique, non plus avec ces privilèges de l'âge, ça va être le privilège de gens qui ont des ressources contre ceux qui n'en ont pas. C'est vraiment une infantilisation des personnes âgées, c'est vraiment le pire truc possible de considérer que dans une société capitaliste avancée industrielle, on va pouvoir marier justement l'autorité des anciens en s'occupant d'eux. Enfin, c'est vraiment un idéalisme absolu, c'est catastrophique, il faut penser justement la collectivisation, et de la même manière que ceux qui parlent de ça sur, je finis là-dessus, sur les structures familiales, n'oseraient jamais le dire sur les enfants. Ah mais finissons-en avec l'école, finissons-en avec la collectivisation de l'éducation des enfants, faisons en sorte que chacun fasse l'école à la maison. Moi je voudrais bien, mais si vous êtes ça pour la structure familiale et sa centralité vis-à-vis des aînés, pourquoi vous ne l'avez pas vis-à-vis des enfants? Donc moi je veux bien, mais allez au bout les gens, font cet idéalisme-là, et on verra que vous êtes réellement du côté de la réaction. Les votes de chacun, moi je dis juste que là en fait moi j'ai été chef de file pour ce groupe du PLFSS depuis le début, c'est-à-dire je fais des réunions avec les ministres depuis le mois de juillet, j'ai assisté à toutes les lectures du matin jusque tard dans la nuit, des 4 lectures qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, en commission des affaires sociales. Tu sais ce que je trouve? Je trouve qu'elle parle comme les députés insoumis. J'ai bien travaillé, j'ai tout fait, Oui, j'étais assidu. Ce qui n'est pas une critique, hein. Mais c'est vraiment, elle parle vraiment comme ce que les députés insoumis essayent de montrer quand ils vont sur les plateaux télé ou quand ils discutent dans les colloques, etc. Leur prise au sérieux des dossiers, de l'assiduité dans les votes, de discussion, de connaître le fond du sujet, etc. Alors qu'effectivement, Tondelier parle vraiment comme le PS, c'est-à-dire des gens qui ne parlent jamais du fond, mais des accords, des machins, des tractations. Je trouve que c'est intéressant. C'est même le fond de la capsule, Sandrine, prends tes responsabilités, quoi. J'ai même assisté à la commission mixte paritaire, donc je veux dire, j'ai suivi ce texte dans le détail depuis le début avec mon collègue Hendrik Davy, et je dis vraiment attention, parce que ce que nous avons... Donc Hendrik Davy, qui n'est pas chez les écologistes. Hein, C'est le bras droit de Clémentine Autain. C'est ça, qui sont très proches, et qui n'a pas été réinvesti pour la FI parce qu'il faisait partie du complot anti-FI de l'après. Voilà. Une purge saine. avons fait, c'est que nous avons accéléré en fait une espèce de glissade d'une protection sociale qui est en train de s'affaiblir faute de recettes, et que le gouvernement n'a fait aucun pas sur les recettes. Donc oui, il y a des choses Sauf que ce positives. vote, il permet quand même la stabilité du Non, pays. il permet Et il permet aussi d'éviter une dégradation. Mais ça, c'est vraiment... Mais les journalistes font le discours du pouvoir. Enfin, là, on est dans le discours du pouvoir. C'est vraiment Fox News, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Il permet... du déficit, 24 Non, milliards, il permet... 30 milliards. Vous allez me dire, c'est peut-être pas suffisant. Il permet de maintenir le macronisme sous vos respirations artificielles, raison pour laquelle moi j'étais... Exactement, Très bonne Sandrine. conclusion, Sandrine. Et pas que, et là c'est le truc qu'elle ne dit pas trop pour pas trop rentrer dans l'art de son parti, mais on vous rappelle que là, en fait, si les Verts s'abstiennent, c'est pour sauver la tête de Faure. Parce que Faure, au sein de son appareil, le Parti Socialiste, a besoin que le budget passe pour ensuite, lui, pouvoir négocier d'aller à cette fameuse primaire de la loose, primaire des noisettes dont on vous parle depuis le début. Donc, Tondelier a besoin de sauver la tête de Faure, Faure a besoin de sauver le budget pour pouvoir sauver la primaire que Tondelier espère gagner. C'est-à-dire que là, vous avez un parti qui est censé être de gauche, le parti de Sandrine Rousseau, qui décide de laisser des macronistes passer un budget dégueulasse, d'accord? Alors, moins dégueulasse que ce qui avait été annoncé, qui était cataclysmique, mais ça reste catastrophique, qui accepte de faire passer ça, qui accepte de maintenir l'Assemblée nationale telle qu'elle est, maintenir Macron à son poste aussi, parce que je vous rappelle que s'il y avait une instabilité du budget, souvenez-vous des capsules qu'on a faites au moment de la démission de Lecornu, vous avez les marchés financiers, les fameux, ceux qui ont toujours soutenu Emmanuel Macron depuis le début de ces quinquennats, qui disent attention, s'il y a de l'instabilité politique en France et que la présence d'Emmanuel Macron pose problème, il faudra qu'il parte. Donc, en faisant tout ça, en faisant toutes ces manœuvres pour faire passer le budget, ils maintiennent les macronistes au pouvoir, que ce soit au Parlement ou à la présidence de la République, pour pouvoir faire leur petite primaire de cons, d'accord ? Tout ça pour des ambitions personnelles et des petites manœuvres de parti avec le Parti socialiste. C'est indigne. Nous pesons nos mots ici. C'est indigne. C'est indigne, et il y a des gens, tu sais, qui ont essayé de nous vendre que, en fait, c'était pas pour ça qu'ils s'étaient abstenus, c'était soi-disant pour sauver les municipales. Alors, ça, c'est vraiment la tarte à la crème de l'analyse politique, parce qu'en fait, comme l'a dit Zoé, Faure, lui, doit maintenir cette idée d'équilibre et de compromission avec le Cornu et ne pas faire voter le budget par 49.3. Si Faure échoue, il se passera que l'aile droite du PS, et ils l'ont annoncé, Hollande, Vallot, demanderont le 49.3, et le PS sera quand même
alignés avec le Cornu, et les Verts feront quand même passer ce budget. Le problème du 49.3, c'est que Faure disparaît, et que si l'aile Faure disparaît, c'est la primaire qui disparaît, et que c'est l'espace pour Tondelier pour pouvoir exister de manière importante à la présidentielle. L'idée même que les municipales qui ont des accords spécifiques, ville par ville, pour beaucoup, des accords avec la FI, tombent parce que justement le budget, le Cornu passerait, c'est faux. Faire croire qu'ils ont besoin de ce budget-là dans leur ville, qu'ils perdent de l'argent, ils vont pas perdre plus d'argent avec ce budget qu'avec la loi spéciale. Donc faire croire que c'est par rapport au municipal, c'est absolument bidon. Parce que le PS a besoin que les Verts soient avec lui, que ce soit l'aile droite, que ce soit l'aile Faure, que ce soit l'aile gauche. Donc il n'y aura jamais de remise en question du budget. Si les Verts votent contre ce budget-là, il passera par 49.3 et le PS sera très content d'avoir quand même les Verts au municipal parce qu'ils ne veulent pas qu'ils aillent avec la FI. Vous inversez les choses. Ce n'est pas parce qu'il y a le problème des municipales qu'il y a ces tractations, c'est justement parce qu'il y a ces tractations qu'il y a ces municipales. Et effectivement, demain, si les Verts votaient complètement contre, ça voudrait peut-être dire que la ligne Rousseau pro-FI prend du terrain, et là peut-être que ça voudrait sûrement dire que les Verts voudraient aller tous avec la FI au municipal, mais c'est vraiment l'inverse, vous confondez cause et conséquence. Mais là pour l'instant elle est minoritaire, la ligne majoritaire des Verts c'est la ligne Tondelier, c'est celle qui est ni Jadot ni Rousseau, avant il y avait ces deux pôles Jadot et Rousseau, les deux sont maintenant cornérisés, et c'est ces deux-là qui vont éclater. Pour l'instant Tondelier fait l'équilibre en disant je vais réunir tous les écologistes et je vais réunir tout le monde derrière moi, et même la gauche du PS qui est faible, je vais les ramener derrière moi, et en fait on va faire un grand parti en fusionnant tout ça et en étant moi-même la candidate à la présidentielle pour la gauche unie. Voilà, c'est ça la stratégie, et c'est pour ça qu'ils s'abstiennent, qu'ils sont ni pour ni contre, ils ménagent la chèvre et le chou. Pour finir, tu vois, là-dessus, Chris, je suis heureuse de voir Sandrine Rousseau tenir ce discours-là. Vous l'avez compris, moi je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire, je pense que c'est important qu'elle le dise. Maintenant, moi j'en peux plus des larmes de crocodile, des politiques de gauche qui disent « Oh là là, quand même, c'est terrible, on a encore fait passer un truc pas bien et tout », et qui refusent de prendre acte de la situation. Ça fait 40 ans que nous avons une gauche gouvernementale, représentée notamment par le Parti socialiste, etc., qui n'est pas seulement pas assez un barrage pour le capitalisme néolibéral, mais qui en sont les agents, les premiers soldats, les acteurs, les architectes. Donc à un moment, il va peut-être falloir acter le fait qu'il va falloir une rupture avec cette gauche-là, une rupture forte. Je vous rappelle que nous sommes actuellement en campagne Génération Plus Jamais PS, on vous en reparle à la toute fin. Une rupture forte, je suis pas sûr. Pardon pour le jeu de mots. Et donc, Sandrine Rousseau, moi je suis désolée, mais sois conséquente. Sois conséquente. Nous sommes dans une position extrêmement dangereuse actuellement. Le capitalisme est en crise. Comme à chaque fois qu'il est en crise, il va redoubler de brutalité, de violence pour exploiter les gens encore plus fort, pour extorquer plus de plus-value. Et à la fin des fins, il va faire la guerre pour tout péter, pour pouvoir relancer la machine, etc. Il va faire la guerre. Le seul budget qui va augmenter, c'est le budget de l'armée. Je précise, Jadot était un des pires va-t-en-guerre possibles en termes de planification de guerre. Enfin, vraiment, c'était la folie. Là, on avait un atlantiste chevronné pendant la campagne présidentielle. Je sais pas, il faudrait retrouver des choses là-dessus. Mais il avait dit les pires trucs possibles en tapant sur Mélenchon pour être encore plus guerrier que Macron. Enfin, c'était vraiment une dinguerie, quoi. Et donc, désolé, camarade Sandrine, mais il va falloir choisir. Nous sommes au moment de la moïsation de ce parti. Il va falloir faire un choix entre être dans la trahison, la compromission qui, au final, nous mènera au pire, et entre résister, lutter, combattre et vouloir faire advenir autre chose. Et pareil pour l'écologie, tu ne pourras pas penser l'écologie et continuer à penser l'écologie sans penser réellement à la sortie du capitalisme, et donc sans penser par quel système on le remplace, et notamment penser le communisme, l'écologie communiste, etc. Donc Sandrine, désolé, c'est pas confortable. Mais à un moment, il va falloir arrêter d'être une noisette, va falloir se moïser, et va falloir choisir son camp, socialisme ou barbarie. C'est intéressant parce que du coup, ça montre les logiques de la moïsation. On le voit aujourd'hui, tout le monde comprend que les petits partis, PS, Verts, même PCF, sont en train d'exploser justement face à la moïsation, parce qu'il y a deux lignes cohérentes, celle de l'AFI et puis une ligne qui est une recomposition beaucoup plus avec le centre. Hollande, Glucksmann, voilà. Entre les deux, il y a des gens qui essayent de fonder un parti. Le primaire est le début de ça, c'est-à-dire l'aile gauche d'un espace centre-gauche qui serait pas à l'AFI. Donc c'est fort. C'est Rousseau, elle est plus proche de l'AFI, donc c'est fort, c'est Tondelier. C'est des gens du PC comme Elsa Faucillon. C'est les gens de l'après, c'est Clémentine Autain, c'est Ruffin. Ouais. Ils essayent de construire ça. La primaire pour eux doit être le prémisse d'une refondation de cette
elle là. Nous, on pense que ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, Faure vient le dire, donc on va le lire. Faure l'a dit récemment pourquoi il fallait pas voter le 49.3. Donc voilà, les gens qui pensent que l'abstention des Verts est un rapport avec les municipales, vous comprenez pas vraiment du tout la politique. Au contraire, les municipales, c'est déjà joué, et c'est joué de manière un petit peu tactique, ville par ville. Faure l'a bien dit dans un thread qu'il fait sur le 49.3 n'est pas une baguette magique. Si le gouvernement l'utilise sans compromis, il s'expose à une censure immédiate. Il rappelle, donc, on va pas tout lire, mais il dit à la fin: ma conviction est qu'un jour socialistes et écologistes devront se fondre dans une même formation politique, parce que social et écologiste sont intimement liés. Avec nos partenaires de la gauche et de l'écologie, nous continuons à nous parler, à travailler ensemble, à préparer l'échéance présidentielle. Notre recherche d'unité reste entière. Et ça, c'est le signal de ce qu'a fait Tondelier. On ne vote pas contre, on te laisse passer le truc, on évite que l'aile droite, la main noire Hollande, reprenne la main sur le PS avec un 49.3 pour pouvoir commencer à faire cette primaire et à la fin refonder. Et les gens nous avaient critiqué justement sur la logique de la NUPES. Le NFP, j'étais contre. Mais la NUPES, moi je trouvais que c'était sur le papier au départ une bonne idée, parce que c'était cette logique de moïsation pour faire éclater ces partis-là et les ramener leur aile gauche dans le giron de la France insoumise. Malheureusement, Mélenchon avait fait quelque chose d'intéressant qui avait été tout de suite refusé, et il n'avait pas insisté là-dessus. Il avait demandé un groupe commun à l'Assemblée nationale après la NUPES pour pouvoir mettre la pression sur l'idée de refondation. Nous, on pensait qu'il faudrait refonder un parti à partir de l'AFI et de toutes ces ailes gauches qui étaient la NUPES là. Malheureusement, il leur a laissé un espace, il n'a pas poussé cette idée de refondation jusqu'au bout, et ils se sont reconstitués avec leur parti. Là, leur aile gauche essaye quand même d'exister, et ils veulent faire un parti des ailes gauches sans l'AFI, donc c'est pour ça que c'est des noisettes, c'est tout petit, pendant que les autres se refondent à l'aile droite avec un gros apport qui est la décrépitude du macronisme. C'est pour ça qu'on dit qu'ils vont être des noisettes, parce qu'entre les deux, il va rien avoir. Mais, comprenez-le bien, ce que fait Tondelier, ce que fait Faure, ce que font l'Après, etc., c'est qu'ils sont en train, et ça 2027 sera l'épreuve du feu. La primaire est une forme de rampe de lancement, mais ce qu'ils essayent de faire et ce qu'ils feront après 2027, c'est éclater et refonder un parti ensemble qui serait à droite de l'AFI et à gauche d'un pôle centre-centre ou centre-gauche Glucksmann, etc. Et là, il le dit tel quel. Pour terminer, 2 petits signaux là-dessus, sur cette refondation d'aile gauche municipale à Paris, vient une liste commune à gauche dès le premier tour avec le PS, les écologistes et le PCF, mais sans l'AFI. Plus jamais PS, définitivement. Là, il faut vraiment qu'on en finisse avec le PS à la mairie de Paris, qui est une véritable mafia, qui permet au PS énormément de pouvoir, énormément d'argent. C'est juste plus possible. Et là, en fait, on voit le PS, les écologistes et le PCF qui vont se rassembler derrière le PS pour sauver le soldat PS. C'est absolument cata. Force à la gauche de rupture qui va l'affronter en face pour pouvoir en finir avec eux, quoi. Vraiment, il va falloir se regarder en face, les camarades écologistes et du PCF, sur ce que vous êtes en train de faire dans la position, dans la situation dans laquelle on est actuellement. Rompre avec le PS, c'est une priorité politique. Alors nous, on est un petit peu intéressés à la brèche, car c'est tellement notre priorité politique que nous avons lancé notre campagne Génération Plus Jamais PS depuis un petit moment déjà. Mais comprenez bien la gravité des conséquences politiques que ça a, ce genre de truc. Là, on ne parle pas d'une petite ville à 40 000 habitants, tu sais, où tu peux avoir des alliances locales particulières liées à une situation locale particulière et tout. On parle de Paris, d'accord, avec un enjeu national de pouvoir, de possibilités de financement et tout, comme vous l'a dit Chris juste avant, qui est majeur. Vous permettez au PS de gagner Paris, vous permettez au PS de nous rouler dessus ensuite, quoi. Alors, vous inquiétez pas, ils vont avoir des gens en face qui vont faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à nous rouler dessus. Mais c'est ça la situation. Et j'ajoute, Zoé, dans ceux qui veulent sauver le soldat PS, il y a pire, il y a des gens qui se sont fait élire députés sur du Plus Jamais PS, comme Madame Simonet de l'Après, qui était à l'AFI. Ces gens sont allés au PG avec la logique de Plus Jamais PS dès 2009, ont fait des campagnes front de gauche contre le PS de Hollande, ont été mais vraiment à l'avant-garde du Plus Jamais PS, et aujourd'hui ils vont se rallier à la candidature PS de Paris. C'est vraiment une catastrophe, une trahison absolue. Donc vraiment, le PS et ses traites, je finis là-dessus, mais Plus Jamais PS à l'échelle générale, ça commence par Plus Jamais PS à la mairie de Paris. Comprenez ça, Plus Jamais PS, ça doit être déjà Plus Jamais PS à la mairie de Paris. Et d'ailleurs, les amis, dans cette veine-là, il me reste, à la fin de cette longue capsule où nous avons parlé de beaucoup de choses, du grand âge, des Verts, du PS, etc. Nous allons organiser un événement dans le cadre de notre campagne, un événement qui se fera en public. Et donc, si vous avez envie d'en être, vous pouvez d'ores et déjà réserver la date. Ça sera vendredi 20 février soir. Ça sera à Paris. On vous en dira plus dans les prochaines semaines, où nous allons inviter des gens assez incroyables
pour faire un petit bilan des gauches de ces dernières années et notamment un bilan de la gauche qui ne nous plaît pas trop à nous pour se donner de la compréhension, de l'analyse et aussi du courage pour lutter et pour arrêter de faire les pires choix possibles pour pouvoir changer la vie des gens dans ce pays. Je me répète, mais j'appelle solennellement tous les gens et notamment les militants de base, les députés, les élus, etc. qui sont dans le parti des écologistes à se poser réellement la question de quel est leur projet politique et qu'est-ce qu'ils ont envie de servir, de regarder honnêtement ce qui est en train de faire son parti et la catastrophe que c'est en train d'être et de se poser la question de sont-ils à la hauteur de l'enjeu historique face auquel nous sommes actuellement? Je pense que non, mais je pense que tout le monde peut se transformer et changer et donc soyez conséquents camarades et prenez acte de la situation, faites des choix. Sur ce, écoutez les amis, il me reste à vous suggérer de vous abonner à cette chaîne, de nous soutenir sur notre Tipeee, le Tipeee de notre association. Si vous le souhaitez, de bien sûr réserver votre vendredi 20 février au soir à Paris, si vous souhaitez être avec nous pour cet événement qu'on va organiser. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter, vous pouvez aller vous abonner aux autres chaînes de La Brèche, aux chaînes personnelles. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde, salut. Salut. Salut.